Bonjour à tous, je sais que ça en intéresse pas mal, donc aujourd'hui, je vous montre comment je trouve et je sélectionne mes actions sous-évaluées. Je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. En revanche, j'ai regardé un petit peu les stats dernièrement et il y a plus de 50% des spectateurs réguliers qui sont pas abonnés à la chaîne. Alors si jamais vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Mais avant de commencer, on va aller faire un petit tour sur Twitter parce qu'il y a 2-3 choses intéressantes dont je voulais vous parler. Vous savez qu'actuellement, je suis dans une position de stand-by dans le sens où je me dis que on est assez haut en termes de valorisation de marché. Tout le monde trouve que les actions sont chères, donc les gens hésitent à acheter, et on a plusieurs éléments qui pourraient nous orienter vers une potentielle correction. Alors quand on parle de correction, on ne parle pas de crash du marché ou quoi que ce soit, mais on parle d'une respiration de marché où les gens prendraient leurs bénéfices, ce qui permettrait au cours de diminuer et aux gens de se repositionner. Et bien on a par exemple le dollar qui est en train de monter, c'est-à-dire que les gens achètent du dollar, et quand les gens achètent du dollar, quand le dollar monte, il faut bien que ces liquidités elles viennent de quelque part. Et généralement, les liquidités qui arrivent sur le dollar, elles viennent des marchés à risque, donc des actions et des crypto-monnaies. Donc on pourrait potentiellement s'attendre là, avec la dernière bougie qu'on a eue au niveau du dollar, on pourrait s'attendre à une correction du S&P 500 et des crypto-monnaies parce que les liquidités ne viennent pas de nulle part, elles viennent forcément de quelque part. Il y a un autre élément important dont je veux vous parler, ça fait déjà un moment que je vous l'évoque, je vous explique que les marchés sont très optimistes quant à une potentielle baisse des taux des banques centrales, notamment de la Fed et de la BCE, et ça fait un moment que je vous explique que pour l'instant, les conditions ne sont pas réunis et que donc à mon avis le consensus qui dit qu'on aurait une baisse des taux en mars il est totalement biaisé et c'est ce qui est en train de se passer avec, comme vous le voyez, des chiffres qu'on a actuellement qui montrent que l'économie est encore résiliente. C'est pas exactement le même cas en Europe, on le verra. Donc si ça se trouve, le scénario va s'inverser et finalement c'est peut-être la BCE qui baissera ses taux avant les États-Unis, avant la Fed. Actuellement, on a des estimations pour une baisse des taux aux États-Unis qui s'écartent, qui s'éloignent, avec notamment, comme vous le voyez, Goldman Sachs qui revoit ses prévisions à la baisse. Auparavant, on était sur une baisse des taux prévue pour mars, maintenant elle est prévue pour mai. On a aussi Bank of America qui, elle, prévoit une baisse des taux plutôt en juin. Donc vous voyez, ça s'éloigne, ça s'éloigne. Et moi, je vous avais même dit que si ça se trouve, si l'économie continuait comme ça, si on n'arrivait pas à baisser l'inflation à 2%, si surtout les US continuaient à avoir une économie résiliente comme c'est le cas là, si ça se trouve, on aurait une baisse des taux qui interviendrait peut-être qu'en fin 2024. Donc pour l'instant, on n'en est pas encore là et je trouve que le consensus du marché est trop optimiste, ce qui me fait aussi dire qu'on pourrait finir par avoir une correction, pas forcément une énorme correction, mais lorsque le marché va se rendre compte que finalement cette baisse des taux, elle va peut-être pas intervenir tout de suite, que la Fed, que les banques centrales veulent encore taper un petit peu sur les économies. Bon, ce sera moins le cas en Europe parce qu'on a déjà une économie qui est très fragile, avec une croissance qui est quasi nulle. Mais en tout cas, aux États-Unis, la Fed va peut-être vouloir continuer à garder ses taux élevés pour taper un petit peu sur l'économie, faire ralentir l'économie. Et les résultats qu'on a actuellement, peut-être qu'au prochain trimestre, ils seraient moins bons, ce qui entraînerait une potentielle correction. C'est tout à fait possible, c'est un scénario qui est possible, donc il n'est pas à écarter. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de Nicolas Chéron qui nous expose un petit peu ce qui se passe en termes de luxe, en termes de marché du luxe. Vous savez que moi je suis positionné notamment sur LVMH, donc effectivement, comme il le dit, vous voyez qu'on a une croissance qui ralentit avec la baisse des ventes en Chine et au Japon, mais d'un autre côté, on a aussi l'Europe et les États-Unis qui prennent un petit peu le relais, et potentiellement l'Inde à moyen long terme, l'Inde qui possède de plus en plus de riches finalement,
Donc voilà, c'est un marché effectivement qui en ce moment ralentit en Chine, mais il y a d'autres portes qui s'ouvrent, donc personnellement, je suis pas inquiet pour le secteur du luxe, surtout qu'on a de plus en plus de riches dans le monde, donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Ensuite, quelque chose de très intéressant que j'utilise pas mal, les avantages compétitifs durables. Pour moi, c'est un de mes critères d'investissement. Quand je choisis une entreprise, j'aime bien quand elles ont des avantages compétitifs parce que c'est significatif d'une vraie puissance de marque, d'un vrai pouvoir de la marque. Pas forcément de la marque, hein, ça peut être aussi un avantage compétitif lié à une technologie comme GTT par exemple. Et là, on a Tommy Douziek qui nous fait une petite liste finalement d'entreprises qui ont des avantages compétitifs. Vous savez personnellement que je suis positionné sur ASML, j'ai aussi vu Euronext, Microsoft, voilà, je ne suis pas positionné sur Ferrari même si c'est une action qui m'intéresse de plus en plus. Mais voilà, si vous vouliez une petite liste d'entreprises avec des avantages concurrentiels, et ben voilà. Adyen, on a fait l'analyse récemment, n'hésitez pas à les fouiller sur la chaîne si ça vous intéresse. Allez, on attaque. Je vous montre comment je trouve et comment je sélectionne mes actions sous-évaluées. Vous savez que personnellement, j'aime pas surpayer une action. Ça m'est déjà arrivé de le faire pour des entreprises d'excellente qualité, hein. Mais globalement, dans ma stratégie d'investissement, je cherche plutôt à investir sur des entreprises qui sont soit correctement évaluées, soit sous-évaluées. Et pour ça, personnellement, j'utilise GuruFocus. Donc GuruFocus, c'est le site internet que j'utilise pour vous montrer si les actions sont sous ou surévaluées. Mais ce n'est pas l'unique outil qui existe sur GuruFocus, il y a plein d'outils. Par exemple, vous pouvez voir les portefeuilles ce qu'on appelle des gourous, hein. Par exemple, Warren Buffett est sur GuruFocus et on peut voir ses positions, ses achats, ses ventes, etc. Et il y a autre chose de très intéressant. Je vais vous montrer ça. On va se mettre ici, puis je vais réduire mon écran. Donc voilà, on est sur GuruFocus et vous voyez que bon, évidemment, c'est en anglais. Donc, hop là, pardon, parce que sinon vous n'allez pas m'entendre vu que je regarde sur l'écran de gauche. Donc voilà, bon, GuruFocus, c'est en anglais, donc effectivement, il faut parler un petit peu anglais, il faut comprendre un petit peu l'anglais. Mais globalement, c'est quand même assez simple. Si vous allez tatillonner à gauche à droite, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Bon, les gourous, c'est effectivement Warren Buffett, il y en a plein d'autres, il y a même des fonds d'investissement. N'hésitez pas à les fouiner un petit peu pour essayer de voir sur quoi les fonds investissent, sur quoi les grands investisseurs investissent. Personnellement, j'aime beaucoup faire ça. Et on a aussi les screeners. Pour moi, c'est un outil qui est primordial dans le sens où vous pouvez mettre vos critères d'investissement. C'est important d'avoir ses propres critères d'investissement. Et vous pouvez choisir des entreprises en fonction de ça. Alors c'est un travail, c'est un petit peu laborieux parce qu'il faut sélectionner les entreprises. Mais globalement, c'est un outil qui est super intéressant quand on sait le maîtriser. Vous pouvez par exemple utiliser les screeners de Benjamin Graham en fonction de ses stratégies d'investissement. Il y a aussi Buffett Munger Screener. Enfin, vous en avez une multitude. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je remplis en fonction de mes propres critères d'investissement. Je vais aller vous montrer un petit peu. Hop, donc on va utiliser un screener global. Personnellement, je suis abonné sur Europe, donc je ne peux pas sélectionner les USA, et honnêtement ça doublerait mon abonnement, donc pour l'instant je reste sur Europe, sachant que vous allez quand même trouver des actions US, parce que sur GuruFocus, par exemple si vous tapez ASML, vous allez trouver plusieurs actions ASML. Attention, quand vous choisissez le ASML finalement qui est coté à la bourse d'Amsterdam, il faut choisir XAMS, X Amsterdam, pour Euronext, donc d'où vient le X, et Amsterdam AMS. Ou par exemple, si vous voulez le LVMH qui est coté finalement sur Euronext Paris, et ben il faut sélectionner X par X PAR. Voilà. Donc ça, il faut quand même y faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut quand même être concentré quand on fait ça. Donc vous voyez, ça paraît très laborieux, ça paraît très condensé. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait utiliser les screeners qui sont déjà faits, hein, comme celui de Munger Buffett, ça m'arrive de le regarder. Mais globalement,
j'aime bien quand même avoir mes propres critères. Donc personnellement, ce que je fais, déjà, c'est que je sélectionne un score d'Altman qui est positif. En fait, le score d'Altman, c'est ce qui permet de voir si une société a des probabilités finalement de faire faillite ou non. Donc pour moi, c'est un critère. Ensuite, je sélectionne des entreprises qui sont rentables, donc avec un score en termes de profitabilité qui est au minimum de 7. C'est pareil pour la santé financière, même si ça m'arrive de descendre à 6, voilà, pour la santé financière. Ensuite, le GF Value Rank, en gros, c'est tout ce que je vous montre habituellement avec la valorisation de l'entreprise. Donc généralement, je sélectionne des entreprises qui sont potentiellement sous-évaluées. Un growth rank pareil, qui est élevé, donc entre 7 et 10 sur 10. C'est pas rare de trouver des 10 sur 10 en termes de growth rank, donc je le fais. Et ensuite, par exemple, si jamais on est dans une période un petit peu spécifique, période de crise, etc., je vais aussi, par exemple, sélectionner des entreprises qui arrivent à faire du cash, etc., etc. Bon, vous connaissez globalement mes critères si vous suivez les vidéos. Je cherche des entreprises rentables, généralement avec un avantage concurrentiel. Donc ça, c'est une recherche que je vais faire par la suite. Donc entreprises rentables qui ont une santé financière qui est bonne et globalement, qui sont globalement sous-évaluées. Hein. C'est mes critères d'investissement. J'aime bien les actions à dividendes qui ont un rendement pas forcément élevé et qui augmentent leurs dividendes d'année en année, mais c'est pas quelque chose que je sélectionne tout le temps sur Guru Focus. Donc voilà. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai sélectionné quelques entreprises qui sont sous-évaluées et on va le voir, qui peuvent répondre à mes critères d'investissement. Et donc, premièrement, dans les entreprises qui répondent à mes critères, on a Téléperformance. Alors, Téléperformance, vous savez que je suis positionné dessus. Actuellement, je suis en positif. Alors, j'ai pas en tête mon point d'entrée. Et j'ai pas non plus en tête. J'ai pas en tête mon PRU de suite. J'irai regarder si vous voulez après. Ou mettez-moi dans les commentaires, puis je vous répondrai. Je sais que je suis en positif actuellement sur Téléperformance. J'ai une belle position dessus et pour l'instant, ouais, je dois être à 10-20% de plus-value latente si je vous dis pas de bêtises. Je vous reconfirme ça dans les commentaires, je ne vais pas vous dire de bêtises. En termes de profitabilité, on est sur un 10 sur 10 avec un ROE et des marges qui sont globalement supérieures au secteur d'activité. On a une santé financière, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on est sur un 6 sur 10, mais personnellement, ça me convient parce qu'il n'y a rien dans le rouge. On va aller regarder en termes de cash to debt. Vous le voyez, on a quand même une dette qui est importante, qui a diminué quand même sur les derniers exercices. Et on a globalement un cash qui est en augmentation, même si effectivement, avec le Covid, on a peiné un petit peu. Mais globalement, on a une tendance haussière du cash, mais aussi une tendance haussière de la dette. Donc ça, c'est quand même à surveiller. On a un revenu qui est en augmentation, qui est croissant. Donc ça, c'est une très bonne chose. Si ça vous intéresse, voilà. En termes de business, vous avez tout ce qu'il vous faut juste ici. Je ne vous refais pas tout le détail. On a déjà analysé l'action plusieurs fois. Ensuite, ce que je regarde aussi, une fois que j'ai sélectionné mes actions sous-évaluées, ce que je regarde, c'est les warnings. Et là, actuellement, on n'a aucun sévère warning. Donc, je ne vais même pas prendre la peine d'aller regarder parce que je sais qu'il n'y a rien d'inquiétant, quoi. Ensuite, en termes de GF Value, c'est ce qu'on va aller regarder. Vous voyez qu'on considère que c'est une action qui est extrêmement sous-évaluée. On va voir un petit peu ce qu'ils disent en termes de message. Voilà, significantly undervalued. Donc vous voyez, donc c'est une action qui est significativement sous-évaluée. Ça peut arriver qu'on ait d'autres messages avec le même type de graphe, mais avec par exemple un message en rouge qui nous dirait attention, c'est pas uniquement de la sous-évaluation, c'est aussi parce qu'il y a des problèmes. Et dans ce cas-là, on aurait généralement des warnings. Là, actuellement, pour cette entreprise, c'est pas le cas. Donc voilà, globalement, Téléperformance, c'est une société qui répond à mes critères d'investissement.
c'est pas une position que je vais forcément garder sur le très long terme. Je vais attendre de voir leur positionnement par rapport à l'intelligence artificielle. C'est ça qui a fait que y a une sanction du marché et qui fait que l'action est aussi sous-évaluée par rapport finalement au business, qui est quand même très bon. Mais effectivement, l'entreprise peut avoir un léger retard sur l'IA et les gens actuellement ne pensent que IA, ne pensent que semi-conducteurs, etc., etc. Donc effectivement, c'est pour ça qu'elle a été sanctionnée en bourse, parce que le narratif de Téléperformance ne correspondait pas au narratif du marché qui voulait absolument de l'intelligence artificielle. Et ensuite, quand vous rentrez vos critères sur Guru Focus, vous allez tomber sur des actions que vous ne connaissez pas forcément. C'est aussi le but, c'est de découvrir des actions. Et là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je vous ai dit récemment que j'allais créer une nouvelle playlist sur la chaîne où j'allais ouvrir un compte titre vierge finalement, où j'allais investir dessus mensuellement pour tout partager avec vous. Commencer de zéro et vous montrer ma façon d'investir, mes analyses, etc. Et là, je tombe sur une action qui va potentiellement m'intéresser pour ce compte titre. Ça va sortir dans les semaines à venir. Ce sera un gros travail pour moi, mais j'ai vraiment envie de vous partager ça, de repartir de zéro et de partager avec vous finalement mes erreurs et puis ma croissance. Sachant qu'il y a peut-être des erreurs que j'ai pu commettre dans les 10 dernières années que je ne commettrai plus. Mais il y en a que je vais forcément réitérer, et donc on pourra partager ça ensemble, et je pense que ce sera une belle expérience. Mais du coup, voilà. On tombe sur United Health Group, donc une action qui est cotée au S&P 500, qui n'a pas de warning, qui n'a pas de sévère warning, qui est actuellement légèrement sous-évaluée, qui a une profitabilité de 9 sur 10, une santé financière qui est bonne. Alors, on peut se dire que l'action a été sanctionnée en bourse, notamment du point de vue des marges, qui sont globalement correctes, mais pas forcément toutes supérieures au secteur d'activité. En revanche, on a un ROE qui est très bon, qui est très supérieur au secteur d'activité. Donc pour moi, on reste sur du très très positif. En termes de santé financière, on est sur du 7 sur 10. On va aller voir ça en bas. Et effectivement, on a un cash to debt qui pour moi est correct. On a des revenus qui sont en croissance. Donc RAS, rien à signaler de mon point de vue. En termes de score d'Altman, on est encore dans le vert. On a un growth rank qui est de 10 sur 10. Donc pour moi, il y a beaucoup de positifs sur cette entreprise. Ce que je fais, c'est que quand je ne connais pas une entreprise, je vais voir sur Zone Bourse. Je vais essayer de décortiquer un petit peu ce que fait l'entreprise pour voir si ça correspond à mes critères d'investissement. Est-ce que c'est une entreprise sur laquelle j'ai envie d'investir finalement? Donc c'est une entreprise qui fait de l'assurance santé à hauteur de 60%. Et ensuite, on a des prestations de gestion de régime d'assurance, médicaments, etc. Des prestations de services informatiques, mais bon, ça c'est à hauteur de 3%. Globalement, c'est un business qui est très lié aux États-Unis parce que vous savez que l'assurance santé fonctionne pas du tout comme la nôtre. Donc pour les États-Unis, c'est très porteur. Je prends aussi en compte le fait que les États-Unis, c'est une nation qui a une croissance qui est supérieure à celle de l'Europe. Donc, je suis quand même très intéressé par cette action. Je vous en reparlerai certainement. Il faudrait aller faire un bout d'analyse technique pour voir sur quel point d'entrée j'aimerais investir. Bon, là, on se rapproche d'une résistance, donc pour moi, on ne serait pas actuellement sur un point d'entrée. Mais pourquoi pas? Je vous en reparle très prochainement. J'espère que les vidéos vont commencer à sortir sous peu. Normalement, je suis en partenariat avec un broker, donc j'attends aussi que ça se peaufine. Et puis voilà. Il y a une chose importante, c'est que personnellement, je préfère sélectionner une entreprise et commencer à m'y intéresser par rapport à mes propres critères. Je préfère aller dans ce sens-là plutôt que de tomber sur une action sur Twitter où les gens disent qu'elle est sous-évaluée. Là, il y a déjà un biais. Personnellement, je préfère me baser sur des critères qui sont empiriques
et ensuite aller un petit peu me renseigner sur ce qui se passe pour l'entreprise, les actualités, etc. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.